Ouais, il est à côté, oui. Eh bah cool. Non, en vrai, je vais pas, moi, faire une espèce de diatribe à la con. On va voir, on va discuter de Révolution française parce que c'est intéressant, c'est toujours sympa d'en parler. Notamment s'il y en a encore ici qui pensent que la Révolution française est, comme on l'entend souvent, une révolution bourgeoise, pourquoi pas. Quand on éteint la lumière, on ne le voit plus. C'est un exercice qui est quand même intéressant de faire du roman à travers l'histoire. C'est un exercice qu'a fait évidemment Jules Michelet, mais Jules Michelet, il l'a fait au prix très souvent de la précision historique, de la vérité historique notamment. En l'occurrence, Éric Vuillard, comme il a aussi une spécialisation en histoire, il va faire très attention à ça, et il va essayer de nous écrire d'après des sources historiques très fiables, dont lui il est absolument sûr et qu'on peut tous revérifier. Moi personnellement, c'est un historien qui m'a conseillé de lire ce livre. Euh, Juste après m'avoir fait tenir entre mes mains un papier signé de la main de Robespierre, qui était une expérience que j'avais jamais vécue avant, de toucher un truc comme ça aussi emblématique de mes mains, c'était génial. Et bref, donc c'est vraiment un livre dont la véracité historique est reconnue, est travaillée, est importante. Donc c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir ça. Je vous en lirai certainement plusieurs morceaux, dont un aujourd'hui. J'aimerais bien vous lire le début, justement pour revenir un petit peu, si vous n'avez pas vu. On a parlé un petit peu de ça ce matin. C'est-à-dire, ce matin, ça veut dire quand je me suis réveillé avant mon sport. Donc ça veut dire certainement vers midi ou vers 11 h, je sais pas. Sur le Discord malséant, sur lequel je vous invite évidemment tous à venir discuter avec nous. On s'y amuse beaucoup et on parle de choses plus ou moins sérieuses, souvent plus, moins que plus. Euh, Astronogeek a fait en live un truc où il parlait de la Révolution française et où il disait absolument n'importe quoi, qui répétait encore une fois que être anarchiste, c'était pas du tout incompatible avec le fait d'avoir envie d'avoir un despote éclairé. Bref, bon. Beaucoup de conneries dans ce que disait Astronogeek et on comprend bien que il a compris de la Révolution française un petit peu ce qu'il avait envie d'y comprendre. Hmm. Alors, vous le savez, normalement, la Révolution française ne commence pas au 14 juillet. La Révolution française, elle commence à la création de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le 17 juin 1789. Il y a plusieurs événements qui font la Révolution. Très souvent, on dit en gros Révolution française, c'est 1789, 1794. On a d'autres façons de dater ça. On peut aussi dire que ça va jusqu'à 1801. On peut aussi dire que ça va jusqu'à 1799. Bon, moi, la définition que j'en ai eue quand on m'a parlé de la Révolution française, c'était pas 89-99, c'était 89-94. Événements durant lesquels le peuple a eu évidemment son pouvoir, le peuple a eu évidemment sa force. On notera notamment que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a été signée uniquement parce que les femmes ont marché sur Versailles pour forcer le roi à la signer. Donc déjà, événement important du point de vue du militantisme politique féminin. Les femmes réclamaient à être dites citoyennes aussi parce que les femmes réclamaient le droit à porter des armes comme les hommes. Bon, il se passait plein de choses. Il se passait plein de choses qui ont fait que tout le monde s'est un petit peu pris au jeu politique, chose qui ne se faisait pas, ou en tout cas très peu avant que le peuple, le populaire rentre dans l'histoire. Et c'est pour ça que Éric Vuillard, il s'intéresse pas à la Révolution française en général, mais il s'intéresse au 14 juillet. Et d'ailleurs, il écrit même pas 1789. Le titre du livre, c'est 14 juillet. C'est intéressant comme manière de titrer ce livre. J'aurais pu appeler ça Juillet 89 et parler un petit peu de ce qu'il y a autour. Non, lui, il y a une journée qui l'intéresse, c'est celle-ci, et il nous en fait quand même un bon roman de cette journée. Et Éric Vuillard, 1789. Une folie est une maison de plaisance, extravagance d'architecte, outrance princière. Alors, une folie, on va voir ce que c'est. C'est quoi une folie? Une folie, c'est... euh, Alors oui, effectivement, Wikipédia me dit que c'est une notion extrêmement polysémique. Je dois vous dire exactement ce que c'est qu'une folie, parce que là on va parler d'une folie. Ah, une folie c'est un bâtiment.
C'est une maison de plaisance, c'est-à-dire une maison de villégiature ou de réception, construite par l'aristocratie ou la bourgeoisie aisée en périphérie des villes. Voilà, bon, c'est une maison de plaisance, voilà. C'est un endroit où les gens vont se plaire. Une folie est une maison de plaisance, extravagance d'architecte, outrance princière. Son allure légère, délicate, le libertinage des lumières à travers les innombrables fenêtres annonce le règne bourgeois de la maison secondaire. Elle imite les villas du Palladio, et c'est du Vitruve pour entrepreneurs, de l'Alberti pour petits maîtres. Mais parmi toutes les folies que l'on bâtit en France, dans la Bourgogne et le Bordelais, près de Montpellier, en bord de Loire, pavillons délirants, jardins coquets avec leurs îles de magnolia et leurs cavernes de mousse, où des nuées d'ombrelles se dispersent dans des allées, ce fut la folie Titon, qui aux dernières heures de l'Ancien Régime fit vraiment parler d'elle. La folie Titon. Sa gloire est d'avoir vu décoller une montgolfière avec dans sa nacelle 2 hommes pour la première fois de l'histoire du monde. Le papier qui enveloppait le ballon venait de la manufacture Réveillon, installée à la Folie Titon au Bourg Saint-Antoine à Paris. Sa seconde gloire fut la dernière. Le 23 avril 1789, Jean-Baptiste Réveillon, propriétaire de la manufacture royale de papier peint, s'adresse à l'assemblée électorale de son district et réclame une baisse des salaires. Donc, le livre 14 juillet, qui va parler de cette première grande journée de la Révolution française, enfin la deuxième grande journée après celle qui est la création de l'Assemblée nationale, le 17 juin, commence avec Réveillon, Jean-Baptiste Réveillon, qui est propriétaire d'une manufacture royale de papier peint. Alors il faut savoir que Marie-Antoinette aimait énormément le papier peint et que du coup tous les marchands de Paris se sont mis à produire et à vendre du papier peint. Donc ça commence, cette histoire du 14 juillet, par une baisse de salaire. Il emploie plus de 300 personnes dans sa fabrique rue de Montreuil. Dans un moment de décontraction et de franc-parler stupéfiant, il affirme que les ouvriers peuvent bien vivre avec 15 sols par jour au lieu de 20, que certains ont déjà la montre dans le gousset et seront bientôt plus riches que lui. Voilà, là on a le bourgeois qui dit non mais attendez, les ouvriers là, c'est bon, ils ont bien assez d'argent comme ça, il y en a même qui vont être plus riches que moi si on continue comme ça. Réveillon est le roi du papier peint. Il en exporte dans le monde entier, mais la concurrence est vive. Il voudrait que sa main-d'œuvre lui coûte moins cher. Marie-Antoinette, voilà ce que je disais, avait lancé la mode. Elle en fit couvrir son boudoir, amour serrant d'une colombe sous un dais floral, angelot tirant à l'arc, grotesque, pastoral, singerie. Donc tout ça c'est des motifs de papier peint très connus. Donc les angelots tirant à l'arc, les grotesques, les pastorales, c'est des espèces de paysages, etc. Les singeries, c'est ce qu'on trouvait souvent dans les manuscrits du Moyen-Âge. Donc dans les livres du Moyen-Âge, c'était des petits dessins rigolos qu'on faisait en marge des feuilles, et c'était souvent des singes qui jonglaient, qui faisaient du tricycle, des choses comme ça, des dessins des fois un petit peu obscènes, et on s'est servi de ce motif des singeries médiévales pour en dessiner sur des papiers peints. Et cette mode du papier peint, sublimement peint, pochoir, pinceau, s'était diffusée en Europe. C'est alors qu'entre deux fêtes somptueuses, faisant bouffer d'une main délicate son gilet framboise écrasé et rajustant son foulard crème, Jean-Baptiste Réveillon avait sérieusement médité, la concurrence internationale faisant rage, sa baisse des salaires. Or le peuple avait faim, le prix du froment avait monté, le prix du blé avait monté, tout était cher. Et voici qu'Henriot, fabricant de salpêtre, fit à son tour la même annonce. La salpêtre, c'est la poudre à canon. Enfin, c'est un des ingrédients, en tout cas, de la poudre à canon. Ou alors, c'est la poudre à canon directement, la salpêtre. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Après, je vais pas endormir de la nuit si je me rends compte que j'ai dit une connerie, donc je préfère vérifier. La salpêtre, oui, c'est du nitrate de potassium. C'est le truc qui a explosé donc à Beyrouth. C'est un ingrédient de la poudre de canon. Dans les faubourgs, on commença de marmonner. Au cabaret le soir, on se réunissait, on criait, on invectivait, on buvait son petit verre en se demandant si on allait pouvoir longtemps payer son terme. Tout le monde était agité, inquiet. La nuit du 23 avril 1789 fut une longue nuit de palabres, de plaintes et de colère. C'était peu de temps avant l'ouverture des États généraux, plusieurs fois différés. On manifesta. 1 jour, 2 jours, en vain. Réveillon et Henriot devaient penser que ça leur passerait, qu'entre 2 lampées de pinard, entre 2 quignons de pain, ils l'avaleraient, la pilule, il le fallait bien. Voilà, les deux bourgeois, ils se disent, bon, ils manifestent. On va pas bouger, on va pas broncher. Position très macroniste, hein, les gens manifestent, mais on va pas non plus leur donner ce qu'ils demandent. Ils vont manger un coup, ils vont boire un coup, ils vont se calmer.
et qu'ils retourneraient tous bientôt le matin s'agenouiller devant leur machine et turbiner pour vivre, car il faut bien vivre. On peut passer sa vie, place de grève, à gueuler. Pardon. On ne peut passer sa vie, place de grève, à gueuler. Mais la protestation ne cessa point. C'est qu'une grande famine sévissait en France, on crevait. Les récoltes avaient été mauvaises, bien des familles mendiaient pour vivre. Partout des convois de grains avaient été attaqués, et des greniers pillés et des magasins mis à sac. On brisait les vitrines à coups de pierre, on éventrait les barriques à coups de couteau. Il y avait des émeutes de la faim à Besançon, à Dax, à Meaux, à Pontoise, à Cambrai, à Montlhéry, à Rambouillet, à Amiens, partout. Les magistrats avaient été insultés, leurs palais assiégés et des soldats blessés. C'était un peuple de femmes, d'enfants qui se rebellaient. Un peuple de chômeurs aussi. Pour 600 000 habitants, Paris comptait 80 000 âmes sans travail et sans ressources. 600 000 habitants, 80 000 chômeurs. C'est énorme, hein. Alors on s'agita dans les taudis. On avait été écarté des débats et du vote préparant les états généraux. On voyait bien aussi qu'on n'aurait pas grand-chose à en espérer, qu'il nous laisserait seulement le froid de l'hiver prochain et la disette. C'était une affaire qui allait se régler entre gens de bien. L'après-midi du 27 avril, une foule percola de Saint-Michel, réclamant le pain à 2 sous et criant « Mort aux riches !» Devant l'hôtel de ville, on traîna 2 mannequins, un pour Réveillon, un pour Henriot, et on les brûla. Déjà, là c'est le genre de... Ça, c'est le genre de lecture qui m'anime, vous voyez. On a ce rapport au présent, voilà, à travers l'histoire. De toute façon, on a toujours un certain rapport au présent, sinon je pense qu'on étudierait beaucoup moins certaines périodes. Et là, on a un rapport au présent qui est très fort. Mort aux riches, on prend des mannequins de bourgeois, on les déguise en bourgeois. En l'occurrence, donc je répète, Réveillon, qui est un producteur de papier peint. Et le papier peint est extrêmement à la mode à Paris et en France en général, grâce à Marie-Antoinette. Et Henriot, producteur de salpêtre, donc l'ingrédient de la poudre à canon. La tête de Réveillon crama sous les lampadaires, la fumée volait aux fenêtres, s'écrasait sur les rinceaux. On pleurait. Les magistrats se tenaient apeurés derrière les rideaux, les cendres faisaient déjà de la boue. Autour de la place, les gardes françaises étaient en armes. Les femmes leur hurlèrent à la gueule, les bouches tordues dans la bouillasse de l'air qu'on ne doit pas crever de faim. Les soldats les écartaient doucement, les encourageant à rentrer chez elles. C'est alors que tout commença. On se jeta d'abord rue de la Côte, où la demeure d'Henriot fut ravagée. La grande porte cassée, des bouts tenant encore là à ses gonds de fer, on s'y engouffra dans un cri. Les femmes se ruèrent aux cuisines, ramassant dans leurs jupes du grain ou de la farine. Les hommes se mouchaient dans les tentures. Les enfants pissaient en crapauds sous les tables. La foule coula entre les pièces éberluées, roulant des barriques de vin puis se sauvant dans le feu qui avait pris, crachant sur les portraits, chavirant, pataugeant dans un luxe inouï, en train de se détruire, curant les tiroirs, râlant les placards, les armoires, le cellier, mais ça ne suffit pas. Donc là, on a une scène... comme Blanquer disait, nous faisons face à un climat de violence exceptionnel. Ils rentrent dans la maison du bourgeois, les femmes prennent tout ce qui peut servir à faire de la bouffe, les gamins ils sont sous les tables agenouillés comme ça à pisser sur les tapis, on vole du vin, on fait un peu tout et puis on se dépêche de se casser parce que la baraque elle est en train de cramer. On vit depuis toujours dans des maisons de pisé et de planches avec une chaise dépaillée, pas de feu, mâchant du mauvais pain. Alors la colère monte d'autant que les salaires veulent baisser. Dans la journée du 28, l'émeute s'étend. On vient de tous les quartiers alentours, depuis l'autre côté de la Seine. On ramasse au passage les flotteurs, les mendiants qui couchent sous les ponts, et le soir on parvient à forcer l'entrée de la folie Titon. Donc on en profite pour aller ramener aussi d'autres gens pour aller lutter avec nous. C'est la revanche de la sueur sur la treille, la revanche du tringlot sur les anges joufflus. La voilà la folie Titon, là où le travail se change en or, là où la vie rincée mute en sucrerie, là où tout le turbin des hommes, quotidien pénible, là où toute la saleté des maladies, l'aboie, les enfants morts, les dents pourries, les cheveux filasses, les durillons, les inquiétudes de toute l'âme, le mutisme effrayant de toute l'humanité, toutes les monotonies, les routines mortifiantes, les puces, les gales, les mains rôties sur les chaudières, les yeux qui luisent dans l'ombre, les peines, les écorchures, le nique de l'insomnie, la niaque de la crevure, se changent en miel, en chant, en tableautin. Pourquoi on fait pas ça à l'Élysée? Mais moi je rêve que de ça qu'on fasse ça à l'Élysée. Mais même pas forcément pour foutre Macron à la guillotine. Qu'on lui crame son palais, qu'on lui prenne tout ce qu'il y a à bouffer, qu'on lui prenne toute la vaisselle, les tapis, qu'on pisse partout, qu'on se mouche dans les rideaux, comme ils ont fait eux. Et qu'on fasse comprendre à ces enfoirés-là que en France, on ne vit pas dans un palais. Ça ne se fait pas. En France, au XXIe siècle, on ne vit pas dans un palais.
La vaisselle à 150 000 boules, là. Oui, 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 il y a la vaisselle à 150 000 boules. Je crois que les tapis valent encore plus cher. T'en profites pour péter aussi les, euh, les moulures et tout ça, hein, toutes les boiseries. Et non, non, il y a des trucs à péter, hein. L'Elysée, je pense que tu crames tout. Tu fais. Je t'en fais des frisbees, la vaisselle à 250 000 boules. La foule court dans les jardins de la manufacture. On se presse entre les petits massifs verts tendres, on traverse la rivière de l'inclination par le petit pont de l'estime, avant de se retrouver pris entre les bosquets dans le secret des riches. Des groupes s'arrêtent au pied de la maison, sous la façade sublime, admirant frontons, balustrades et éprouvant eux aussi, un instant, une sensation de grâce, d'équilibre, bluffés par le souci de proportion et de symétrie. Mais l'ordre et la beauté ne tiennent pas longtemps. Il vient à la foule une sorte de dégoût. Le charme ne prend plus, la majesté de la folie Titon se dilue entre les graviers de la cour. Il ne reste que la folie, celle des grandeurs, avec son crâne percé de trous. Oui, ici, chez Réveillon, tout chavire en luxe, étoffe, miroir, petits outils pour se coiffer, se maquiller, se tordre les cheveux sur de gentils amours. Oui, tout se change en tout. La ficelle en cordelette à rideau, la serpe en jolis ciseaux, la culotte en robe de chambre, le pissa du canasson se mue en rangée de flacons. Oui, ici, la mouche est une abeille peinte sur le linteau, le puits est une fontaine, la planche carrier une marge, la tourbe empoissée un joli parquet, le dératé de chaque jour une leçon de piano. Le toit qui fuit devient un autre étage et un amas de milliers de cabanes se métamorphose en folie. Oui, elle était bien belle, la folie, Titon. Mais à présent, ses matelas allaient rendre leurs tripes de laine et ses chaussures allaient perdre leurs talons. Ah, j'aime beaucoup ces matelas allaient rendre leurs tripes de laine. Donc ils vont virer toute la laine de l'intérieur des matelas. Je trouve ça très joli comme manière de le dire. Il écrit bien, hein, Vuillard. Hein, c'est pas, il a pas eu le Goncourt au hasard. Il a pas volé. Il a pas volé sa reconnaissance des circuits littéraires, etc. C'est une très jolie écriture. Hein. Et en parlant de Goncourt, je vous invite évidemment à lire Les hommes n'habitent pas tous le monde de la même façon. Dans un éblouissement, une foule d'hommes parvint, à travers une mousseline de toile d'araignée, à arracher aux entrailles de la terre quelques bouteilles. C'était le nectar des lumières, sorti du cuvier de Montesquieu. On fracassa les becs de verre sur les marches du palais, et l'on but cul sec les plus grands crus, s'ensanglantant la gueule. Un putain de château fort à assiéger l'Elysée. Ah oui, ça par contre, assiéger l'Elysée, va pas falloir s'y mettre à 50, hein. Ça c'est une certitude. Mais encore une fois, on a réussi à péter les portes d'un ministère avec des engins de chantier. Hein. Faut pas oublier que eux, à cette époque-là, viennent avec leurs outils à eux. Nous, maintenant, on a nos outils à nous. Hein. Un tracteur, ça défonce les portes de l'Elysée. Hein. Je vois pas le. Bon, un tracteur dans Paris, t'en as pas beaucoup. C'est vrai que moi, je vois pas que je vois des tracteurs tous les jours chez moi, donc du coup, je pense à ça. Mais en tout cas, il y a plein d'engins de chantier, des trucs pour les palettes, là, des lève-palettes et des trucs, des transpalettes, voilà, des trucs comme ça qui franchement peuvent faire l'affaire. Hein. Et puis il y a plein d'autres manières de le faire. Hein. On peut juste le cramer sans forcément rentrer dedans. Donc là, bon voilà, ils prennent des vins qui valent certainement 150 fois leur salaire mensuel et puis ils se le sifflent cul sec. On ramène des grues. Ouais, mais les grues, faut pouvoir les ramener quand même. C'est pareil, faut peut-être un entre-deux. Faut peut-être un entre-deux. Que c'était bon. Il n'y a rien de mieux que siffler d'une traite un vin à 1000 livres, picoler du Château Margaux à la régalade. Le gazomètre bien rempli, on se releva avec des godasses à bascule, la cervelle en terrine, dématée, portant des lunettes en peau de saucisson et chicorant comme des vaches. Le produit dérobé du travail doit être gaspillé, sa délicatesse meurtrie puisqu'il faut que tout brille et que tout disparaisse. Le produit dérobé du travail doit être gaspillé. Ah là là. Le 28 avril 1789, la Révolution commença ainsi. On pilla la belle demeure, on brisa les vitres, on arracha les baldaquins des lits, on griffa les tapisseries des murs. Tout fut cassé, détruit. On abattit les arbres, on éleva 3 immenses bûchers dans le jardin. Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants saccagèrent le palais. Ils voulaient faire chanter les lustres, ils voulaient danser parmi les voilettes, mais surtout, ils désiraient savoir jusqu'où l'on peut aller, ce qu'une multitude si nombreuse peut faire. Dehors, il y avait une masse de 30 000 curieux. Mais on est désarmés, on n'a que des bâtons et des pavés. Et voici que les gendarmes arrivent. La foule lance une grêle d'injures et de sifflets. Depuis les toits, il pleut des pierres et des ardoises. On dépave la rue Montreuil. Quel bonheur de caillasser les argousins. Les argousins, c'est donc les gendarmes. Hein. Pas de liberté qui ne passe par là. La cavalerie avance contre la foule. Les gens reculent dans la bave des chevaux face aux sabres qui brillent. Alors, les soldats arment leurs fusils et tirent.
Une première salve tue beaucoup de monde. La foule glisse contre les murs, se rencogne où elle peut. On jette des tuiles depuis les toits, on hurle. Mais les fusils sont à nouveau chargés. Feu à volonté. Des dizaines de morts jonchent les rues. À ce moment, on se débande. On court, on se bouscule. C'est la grande lessive sous le hahan du ciel. Les femmes crient aux soldats de ne pas tuer, d'avoir pitié. Les coups repartent, les morts s'entassent. Les cavaliers parcourent les rues, crevant le dos de ceux qui fuient. On parle de plus de 300 morts et d'autant de blessés. Les cadavres furent jetés dans les jardins alentours sur les charrettes à fumier entassées. Il y eut aussi quelques pendus. Puis, on marqua au fer rouge les émeutiers que l'on envoya aux galères. Et on raconte qu'à part celle du 10 août 1792, ce fut la journée la plus meurtrière de la Révolution. Donc déjà, paradoxe, le livre s'appelle 14 juillet, et on nous explique que la journée la plus meurtrière et peut-être la plus importante de la Révolution française, c'est le 28 avril 1789. Donc c'est 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, non, 2 mois et demi avant le 14 juillet. Le saccage de la folie Titon fut considéré comme un désastre. On compta le moindre bouton de porte disparu, chaque pelle à feu, chaque pincette, le plus petit morceau de tapisserie arraché, les nappes déchirées, les oreillers crevés, les tasses de porcelaine ébréchées, les vestes de soie en lambeaux, le satin en confetti, les innombrables gilets de toile, les déshabillés de madame, les monceaux de mouchoirs brûlés, tout cela fit l'objet d'un compte précis, inventaire méticuleux, où les chiffres s'empilent. 9000 livres par-ci, 7000 par-là, 19 000 par-ci, 2500 par-là. Mais le nombre de morts parmi les habitants du faubourg, en revanche, reste vague, indécis. Donc voilà, la bourgeoisie, ce qu'elle fait, la bourgeoisie dans toute son œuvre, hein, la bourgeoisie dans ce qu'elle fait de mieux. Les historiens et les gens qui ont étudié ça estiment 300 morts, mais on n'en sait rien. Par contre, on sait exactement la valeur de ce qui a été détruit par la foule ce jour-ci. Bon, ce n'est pas surprenant. 2 jours après l'émeute, Audin et Grandin, commissaires au Châtelet, escortés par le docteur Soupé, robe noire et trousse chargée de bistouri, que pilotait le concierge des catacombes, passèrent sous le linteau de la porte de la tombissoire. Donc c'était la folie histoire, maintenant on est à la tombissoire. Ils empruntèrent un triste escalier avant de zigzaguer dans la froide obscurité des anciennes carrières. Enfin, parvenus devant une porte cadenassée, ils éprouvèrent une sorte de malaise. Les 2 commissaires avaient pourtant l'habitude des affaires criminelles, mais il se dégageait quelque chose d'inhabituel de ces dédales sinistres. Dieu merci, l'institution sert d'armure, on s'oublie derrière le masque, on est plâtré dans le costume. Aussi, dès que la porte fut ouverte et qu'ils eurent aperçu les cadavres, ils se mirent au travail. Selon les termes du procès verbal qui sera dressé le soir même, c'était 18 cadavres de séditieux tués lors de l'émeute Réveillon. Autrement dit, c'était 18 ouvriers du faubourg. Les fossoyeurs les empoignèrent par les jambes et par les bras, les têtes pendouillaient en arrière, les cheveux balayaient le sol. On les disposa les uns à côté des autres. Puis, Grandin distribua aux fossoyeurs des numéros inscrits sur de petites cartes. Trébuchant dans leurs gros souliers, ils s'inclinèrent sur les morts, épinglant à leurs vêtements les numéros qu'on leur avait donnés. Une fois que les étiquettes furent posées, les fossoyeurs se replièrent près de la porte et les commissaires procédèrent à une description scrupuleuse des corps. Le numéro 1 est un homme d'environ 35 ans. Il porte les cheveux longs noués en catogan, il a le nez aquilin et un visage en lame. Il est vêtu d'une veste de gros drap, d'un gilet rouge à boutons de cuivre, d'une chemise de grosse toile, il porte un pantalon bleu et un tablier de coutil. Mais l'objet de la visite n'est pas de faire un portrait du défunt ni de détailler sa vêture. Les émeutiers sont soupçonnés de vol. On va donc leur faire les poches. Vous imaginez le cynisme du truc. Donc, on leur fait les poches. On fait les poches aux cadavres pour savoir ce qu'ils ont volé. Audin donne un bref coup de tête en arrière, un fossoyeur saisit aussitôt ce que cela veut dire. La rangée de cadavres est longue, ils sont durs et froids, cela fait 18 mannequins couchés sur le sol de la cave. Les morts sont ici plus nombreux que les vivants, le fossoyeur s'exécute, lentement, il passe entre les corps, se penche, retourne la poche du tablier, rien. On dresse ensuite un inventaire des blessures et des causes de la mort. Soupé ouvre sa trousse, prend un scalpel, ses pinces et sa paire de ciseaux. Il découpe les vêtements, nettoie rapidement la plaie, écarte les lèvres de la blessure à l'aide des crochets. La chemise du défunt est couverte de sang, ses intestins lui sortent par le flanc. On recommence. Numéro 2. Un garçon de 16 ans, les cheveux longs en queue de cheval, nez retroussé, visage basané. Et pour ses vêtements, ce sont même vestes de drap gris, même gilet de coton, même boutons de cuivre, mais dépareillés, même tablier et avec en plus des bas de laine.
Une fois encore, Auden fait un signe de tête, le croque-mort se penche, enfile sa grosse main d'homme dans les poches du gamin, rien. Mais l'os pariétal lui est fracturé et l'occipital crevé, ce qui signifie qu'on l'a frappé par derrière, qu'on lui a enfoncé le crâne à coups de sabre ou de baïonnette. Donc là, on a tué un enfant de 16 ans, qui était ouvrier pour Réveillon, par derrière. Donc le gamin, 16 ans, c'est un gamin, hein. Vous avez déjà vu quelqu'un de 16 ans, à 16 ans, c'est un gamin. Le gamin s'est pris un coup de sabre qui lui a fendu le crâne, alors qu'il était en train de s'enfuir et qu'il n'avait rien volé. Et ça continue. Numéro 3, âgé de 20 ans, c'était un beau gars d'1m70, aux cheveux châtains en désordre, il portait une veste et un gilet de laine. Et comme tous les autres, ce sont de grosses laines, de grosses toiles, boutons dépareillés, mauvaise veste, mais aussi les mêmes tissus misérables, drap pour la veste, toile pour la chemise, coton pour le gilet, serge pour la culotte, laine pour les bas ou les chaussures, cuivre pour les boutons et les mêmes pauvres vêtements de travail ou de misère. Culotte de peau, veste de drap et tablier en serpillière. Et là, encore, rien dans les poches, mais une grosse plaie au-dessus de l'œil et l'os du front béant, pissant des bouts de cervelle et des caillots de sang. On passe au numéro 4, il a le visage rond, poupin, les cheveux noués dans le dos, le nez court et large, il est vêtu de drap gris, une chemise de toile de ménage, une cravate de mousseline, un gilet de gros drap. Le fossoyeur fouille le mort, Grandin lève ses sourcils, ses yeux brillent sous ses lunettes. Le ciel de pierre sue quelques gouttes, il fait un peu trop frais. Le commissaire a la gorge qui pique, mais il aurait dû mieux se couvrir. Le fossoyeur se retourne, hausse les épaules, rien dans les poches. Il enjambe le cadavre et passe au numéro 5, encore un jeune homme de 20 ans, encore les cheveux bruns et un visage rond, encore les vêtements de grosse toile et de drap gris et les bas de laine, et de nouveau les poches vides, mais une plaie considérable dans le visage et à l'arrière du crâne enfoncé. Le fossoyeur tourne autour du cadavre, trébuche et marche sur la main. Il se rattrape comme il peut sur la poitrine du mort, il se relève. Un cercle de lumière blanchit la voûte. Et la litanie continue, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10 et 11, et ce jusqu'à 18. Né aquilin, visage long, cheveux bruns foncés en queue de cheval, et puis les nippes, gilet de drap olive, doublé de serge, chemise de toile, ça en fait des queues de cheval et des bas de laine, des poitrines ouvertes, des plaies sous les selles et des crânes fracassés. Ça en fait des poches vides. Mais sur les 18 cadavres de Montrouge, pas un liard. On avait retroussé toutes les poches, mais on n'avait retrouvé que de vieilles blagues à tabac, une petite clé, quelques pauvres outils, c'est tout. Pas la moindre montre dans le gousset. Et oui, Réveillon, il disait, je paye mes ouvriers 20 sols, c'est beaucoup trop, ils ont déjà la montre dans le gousset, c'est-à-dire ils ont déjà pas mal de pognon, quoi. Hein. Ils ont déjà, vous savez, la montre à gousset, c'est la montre qui se met dans le gousset, et donc c'est quelque chose qui coûte assez cher, c'est quelque chose que vous gardez toute votre vie, mais qui coûte assez cher. Et donc, il dit, non, mais ils sont riches, mes ouvriers, 20 sols, c'est beaucoup d'argent. Donc moi, je vais leur baisser leur salaire, on va faire 15 sols. Et ils se rendent compte que non seulement les 18 qui avaient été tués, soi-disant pour vol, finalement, il y en a qui étaient même pas en train de voler, qui étaient en train de s'enfuir. Aucun des 18 n'avait volé, et surtout, ils étaient tous très pauvres. Ils étaient tous basanés, ils étaient tous maigres, et ils avaient tous les cheveux en queue de cheval. Bah, les cheveux en queue de cheval, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça représente une queue de cheval ? Une queue de cheval, ça représente tout simplement la coiffure la plus pauvre que vous pouvez faire quand vous ne pouvez pas vous occuper de vos cheveux. Moi, je peux avoir le crâne tondu parce qu'aujourd'hui on a des tondeuses, mais à l'époque on n'en a pas. Il faut des outils pour pouvoir se couper les cheveux, il faut des outils pour pouvoir le faire bien. Donc on laisse pousser, on met un brin d'herbe, un morceau de lierre ou ce qu'on peut trouver pour faire office de chouchou, et on se fait une queue de cheval. Donc c'est des gens très pauvres, les 18 cadavres qu'ils ont réussi à retrouver. La révolution c'est mal, il y a des morts, mais on parle de quels morts là ? Ceux tués par la foule avide de sang ou ceux de la répression ? Bah là, en l'occurrence, les seuls morts qu'on voit pour l'instant, ce sont ceux faits par les gendarmes. Et par les gendarmes, Astronogeek. Astronogeek, on parle de gendarmes. On parle pas de l'armée. Alors oui, les gendarmes font partie de l'armée, mais les gendarmes sont aussi bien, enfin font le même travail de gardiens de la paix que gardiens de la paix, j'aime beaucoup ce terme. Mais les gendarmes font le même travail que ceux des policiers aujourd'hui, et même beaucoup font un travail qui n'est pas le leur, hein, notamment quand on envoie la BAC pour aller là-bas, qui ne font pas un travail de maintien de l'ordre, qui sont obligés de venir en manifestation pour faire un travail de maintien de l'ordre pour lequel ils ne sont pas formés. Et le raid aussi, hein, on avait envoyé des mecs du raid en manif, enfin bref, des trucs vraiment absurdes. Mais là on parle pas des militaires, on parle pas de... Voilà. Effectivement, oui d'accord, les gendarmes, vous allez me répéter, oui mais c'est des gens qui ont fait l'armée, ça n'a rien à voir. Les gendarmes c'est des gens qu'on laisse à l'intérieur du pays, quand on dit on envoie l'armée, ça veut dire on envoie les états-majors. Mais oui, bien sûr, pour l'instant là les seuls morts qu'on voit en tout cas, c'est pas les bourgeois, c'est pas les nobles,
C'est les pauvres. Le dimanche 3 mai, au lieu de vaguer gentiment sur les quais de la Seine ou bien de jouer une partie de cartes, Louis Petit Enfant, sont rigolos comme nom, mais écoute, Louis Petit Enfant, ramoneur, et Louise Petit Enfant, femme de chambre, prirent le chemin de Montrouge. Il faisait doux. Ils remontèrent longtemps la rue Saint-Jacques, puis du faubourg Saint-Jacques, et longèrent l'observatoire, se crottèrent les pieds, continuant tout droit, toujours tout droit, sur le chemin de Bourg-la-Reine, bordé de champs jusqu'aux barrières. Louis ôtait de temps en temps son chapeau et s'épongeait le front. Ils marchaient en silence. Une fois passé la Charité, ils parvinrent à la Tombissoire. Là, ils durent attendre que le concierge leur ouvre la porte. Ils restèrent sagement devant la porte. Louis tenait son chapeau entre les mains, il se taisait. Puis le concierge revint et leur fit signe de le suivre. Ils descendirent l'escalier pesamment en se tenant au mur. C'était sombre et humide, la lampe éclairait mal. Enfin, on atteignit la porte de la catacombe. Le concierge fit tourner la clé dans le cadenas. C'était une grande salle obscure, les cadavres étaient allongés sur le dos, ça puait. Louise relevait son tablier sur son visage. Le concierge leur dit d'avancer, il n'avait pas beaucoup de temps. Ils marchèrent tout doucement devant la rangée de morts, jetant un œil en passant à ces visages inconnus. Certains semblent dormir, d'autres déjà verdâtres, inquiétants. Sans le dire, ils avaient eu l'espoir de ne pas le trouver ici, qu'il avait découché et que dans quelques jours il reviendrait à la maison. Mais au numéro 5, Louise s'arrêta. Elle fit un signe, ils observèrent bien le cadavre. Les morts ont le visage si différent. La tête était tordue vers la gauche, les lèvres roides. Une partie de la figure était emportée dans une grimace affreuse. Sous ses moustaches, on apercevait la nacre de ses dents. On lui avait fermé les yeux, il n'avait plus le visage doux qu'il lui connaissait. Mais l'habit de drap de couleur chamois était bien le sien. Un pan de la veste était soulevé et Louise reconnut la doublure faite des morceaux de toile qu'elle avait cousus. Et puis il y avait la culotte de drap gris, les bas de laine. Oui, ce devait être lui. Malgré ce crâne enfoncé et cette grimace affreuse qui lui labourait le visage. Lorsqu'ils furent dehors et reprirent leur route, ils marchèrent sans se regarder. Louise avait retiré ses sabots, les tenant à la main. Passant la barrière, elle se dit que jamais elle n'oublierait le visage de son frère mort, ses lèvres tirées en arrière, ce masque. Et elle remarqua qu'elle ne l'avait pas embrassé. Cela lui fit une peine immense. Et puis, elle se remémora un souvenir, ou plutôt un ensemble de souvenirs qui s'étaient agrégés les uns aux autres et formaient en elle une sorte de refrain qui lui rappelait son enfance. C'était l'âge où l'on commence à se promener loin de la maison, à éprouver sa liberté, et où les parents craignent qu'il ne nous arrive quelque chose. Et avec ses frères, ils s'étaient construits de minuscules cabanes en face de chez eux, sur les berges du port au bled. C'étaient 3 huttes minuscules, faites de pierres roulées, de boue et de vieilles planches, si petites qu'il leur fallait ramper pour y pénétrer, et le plus doucement possible, afin de ne pas faire tomber les branchages du toit. L'une des premières construites avait été la sienne, celle de Louise. Ils y avaient accumulé quelques galets aux formes étranges, des petits objets ramassés qui faisaient dinette. Un peu plus haut, en direction de la grève, une pente très douce était bordée de frênes. Et là, dans son souvenir, les cloches sonnent. Il y a un peu de vent et les cloches sonnent, la nuit va venir. Le soleil tombe. Elle aperçoit les derniers rayons entre les arbres sur les façades du quai. La lumière est très belle, douce et chaude. Il faut rentrer, le fleuve est déjà sombre. Elle court avec ses frères. Ils courent à perte d'haleine. Ils sont ensemble, ils rient, ils se bousculent un peu et ils rient. Le lendemain, à 10h du matin, ils furent reçus à l'hôtel du commissaire Audin. On les fit s'asseoir sur 2 chaises de paille. Louise triturait les brides de sa coiffe. À l'étage, on jouait du clavecin. Tandis qu'ils rédigeaient le formulaire d'entête, le clerc leur demanda s'ils avaient bien reconnu leurs parents. Ils répondirent que oui. Une fois que l'acte fut rédigé, il leur en donna la lecture. Après avoir examiné le corps numéroté 5, ils ont reconnu leur frère, lequel se nomme Augustin Vincent Petit-Enfant. Il était âgé de 21 ans, il était manœuvre et maçon, et il demeurait avec ses frères. Après quoi, le clerc releva la tête et leur demanda de bien vouloir signer le document. Ils ne savaient pas écrire. Voilà, c'est pas mal de s'arrêter là. Peut-être qu'on reprendra plus tard dans la soirée ou un autre jour cette lecture. Je la trouve très bien. C'est une très bonne lecture, je trouve. Et ça se prête plus à une lecture en live que les derniers livres que j'avais faits.